Bonjour à tous, bonsoir à tous. Après cette longue journée, cette conférence s'intitule To Scale or Not to Scale. Elle vient d'un article de Paul Graham de 2013. Paul Graham, c'est un gars qui est quand même assez connu dans le monde des startups puisqu'il a fondé l'incubateur qui a incubé Dropbox, Airbnb et d'autres. Son article s'intitulait Do Things That Don't Scale. L'idée générale, c'était de dire, pour monter une startup, il ne s'agit pas d'industrialiser trop tôt des choses dont on ne sait pas si ça va marcher. Assez logiquement, si ça ne marche pas, ça ne sert à rien qu'on ait passé de l'énergie, du temps à construire une base industrielle pour un truc que personne n'achète. Donc, dans les premiers temps de la startup, le focus, c'est de livrer un MVP le plus vite possible, avec le moins d'énergie possible, faire des trucs cheap, on construit de la dette technique. Ça pose la question de savoir, ok, si ça marche et que du coup, on commence à avoir du succès et qu'on passe en phase de croissance, comment on va pouvoir passer en phase de croissance sur une base qui n'a pas été construite pour scaler, qui donc est hyper fragile et qui ne tient pas le volume. Le sujet, c'est qu'en fait, on est encore en phase de découverte quand on est en phase de croissance. Le danger de penser que parce qu'on a commencé à accrocher des clients et que ça commence à marcher, on a quelque chose qui est assez stable, c'est probablement ce qui cause une bonne partie des faillites successives. Il n'y a que 10% des startups qui plantent dans la toute première phase, 74% elles plantent dans la phase de croissance derrière. Du coup, la question que je me suis posée, c'est quelles sont les erreurs que font les startups une fois qu'elles ont accroché un marché et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre ça. En 15 minutes, c'est super dense, donc on va essayer de cavaler. J'ai identifié à l'usage 4 grands types d'erreurs. La première, c'est de se tromper dans la maturité du marché et de croire que parce qu'on a levé des fonds et trouvé des clients, on a trouvé le product market fit, c'est-à-dire le bon équilibre de là où j'ai un produit qui répond sur son marché. Le product market fit, ça se matérialise par le fait que plus j'ai de clients, moins j'ai d'emmerdes parce que plus j'ai effectivement compris comment s'opère ce besoin, ce marché, ce client, et j'ai un effet d'accumulation d'expérience qui me permet d'être de plus en plus efficace. Très souvent, en fait, c'est exactement le contraire qui se passe, surtout si on essaye de scaler trop vite. On avait identifié un début de besoin et on n'a pas tout bien compris des cas d'usage. Et à ce moment-là, avec chaque nouveau client, avec l'augmentation du volume et de la vitesse, on va accélérer les problèmes plus vite que les clients et là, on va exploser en vol. La difficulté, c'est que tout au démarrage, c'est un peu difficile de se rendre compte puisqu'on a l'impression que ça y est, ça marche, surtout si on est dans le rouge, on se dit « Ah tiens, plus ça va, on a pas mal de clients, ok, ça commence à être un peu dur, mais on voit pas tout de suite l'inflexion et l'explosion géométrique des problèmes. Il y a un modèle qui permet de bien comprendre ce qui se passe et comment le traiter, c'est celui qu'a développé Ken Beck, un autre gars qui a pas mal d'expérience dans le logiciel, qui est le modèle 3X. Alors lui, il remplace les idées de phase early, growth et late stage par l'idée que ce sont 3 formes de découverte. Dans la première phase, explore, on est en train de découvrir un problème qui mérite d'être réglé. Dans la deuxième phase, la phase d'expansion, en fait, tout ce qui était vrai dans la première phase, de faire des choses qui ne scalent pas, de livrer pour apprendre, reste vrai. La différence, c'est qu'on n'est plus en train de trouver un problème, on est en train de trouver un problème dont le business model est scalable. On est en train de chercher un business model autour de ce problème. Et avant d'industrialiser les opérations et la solution technique sous-jacente, ce qu'il faut, c'est être sûr qu'on industrialise un problème qui est scalable. Donc, ça veut dire qu'on va d'abord chercher à prendre le marché le plus vite possible, parce qu'avec l'augmentation du volume, on va également augmenter la diversité des cas d'usage. Si on a construit une brique de paiement, comme les gens de Stripe, typiquement, avec l'augmentation des cas d'usage, on va avoir toutes les cartes de paiement bizarres, les gens qui demandent à payer en plusieurs fois, etc. On va démultiplier les cas d'usage et on va voir là si on est capable de trouver une solution
relativement restreinte, réduite, qui s'applique au 80-20 et qui, elle, permet de faire un business. Sinon, on va être dans le rouge avec l'explosion de la diversité. Donc, ça veut dire que dans la phase d'expansion, en fait, on va vivre un enfer. On avait l'impression qu'on avait résolu le problème en levant des fonds et en trouvant des trucs. En fait, c'était le début des problèmes. On va avoir une explosion, typiquement, de la dette technique. Et du coup, la deuxième erreur, ça va être de croire que... donc, j'étais en train de dire qu'il ne faut pas régler tout de suite les problèmes de dette technique et de structure, mais le danger, c'est de croire que du coup, on peut vivre longtemps avec ces problèmes-là. Et il va falloir faire des arbitrages entre ce qu'on règle ou ce qu'on règle pas. La dette technique, la dette organisationnelle, on s'en fiche la plupart du temps, jusqu'au moment où ça tue la capacité justement à prendre le marché et à essayer de comprendre ce qu'on va pouvoir scaler comme business model. Du coup, là, petit exemple avec typiquement les dépendances critiques sur une librairie qui à un moment, elle aussi, évolue et qui fait que nous, on n'est plus capable de livrer nos clients du tout. Une clé pour y réfléchir, ça va être de mettre en balance le coût du problème pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous empêche de prendre comme client et comme marché avec ce que ça nous coûte de le régler. Et donc, on va voir émerger 4 cadrans ou 4 zones. Il y a la zone assez sympa de tous les endroits où finalement il n'y a pas gros impact sur la croissance et si jamais il y a des problèmes, on sait les régler facilement. Il y a ceux... Ah bah, petit problème dans les icônes, mais c'est pas grave. C'est le passage Mac PC, ça je pense. Voilà, avec l'expansion du volume, on découvre des nouveaux cas d'usage. Le cadran, effectivement, des problèmes qui coûtent très cher à régler, mais finalement ont peu d'impact, donc on va vivre avec. Ceux qui sont très gênants pour la croissance, qui coûtent peu cher à régler, c'est facile aussi, on va les régler. Le vrai problème, ça va être ceux qui, effectivement, sont à l'intersection entre des choses qui sont très handicapantes pour prendre des marchés et qui coûtent très cher à régler, parce que si on s'arrête pour les régler, pendant ce temps-là, on perd le marché, surtout par rapport à nos concurrents. Donc là, on va avoir besoin de construire des stratégies de mitigation de ça et de baisser l'impact ou de baisser le coût de résolution. Pour réfléchir à ça, la question qu'on peut se poser, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on faisait les trucs à la main et qu'on n'industrialisait pas? Parce qu'on a dit, OK, on va pas industrialiser des trucs qui n'ont pas besoin de plus tard. On pourrait se dire que c'est parce que ça coûte cher. C'est pas parce que ça coûte cher, c'est parce que le faire à la main, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Ce qu'on est encore en train de faire. Tout au début, on était en train d'apprendre quel était le problème qui avait de la valeur, et ensuite, on est en train d'apprendre quel est le sous-segment du problème et du client qui permet de faire un business model scalable. Et donc, quand on va traiter les problèmes à la main, quand on est en train de traiter les cas du client qui veut payer en plusieurs fois ou qui a une carte expirée, qui s'est trompé dans son code, etc., etc., on est en train d'apprendre tous les cas d'usage. Si on les a codés, on les voit pas, on passe juste à côté des clients. Du coup, ça veut dire que quand est-ce qu'on peut arrêter et passer la main à du code automatisé ou à un process structuré qui est fait mécaniquement par des collaborateurs? Quand on n'a plus besoin d'apprendre. C'est-à-dire quand sur une partie, et c'est pas sur l'ensemble de la boîte, c'est sur une sous-partie du produit, du process, du business model, on a fait le Six Sigma et on a balayé 97% des cas d'usage, on peut se dire, là, c'est stable, on n'apprend plus rien avec chaque nouveau client qu'on rentre, on retombe sur des cas qu'on a déjà traités. À cet endroit-là, on peut l'automatiser, on peut mettre un process, on peut le déléguer, l'externaliser, et du coup, ça va faire émerger 3 zones qui se matérialisent du coup avec 2 courbes comme ça. C'est un peu comme l'eau, il y a le gaz, le liquide et la glace solidifiée. Le gaz ici, ça va être toute la partie inconnue qu'on est encore en train d'essayer de découvrir sur le marché, sur les besoins, sur les cas d'usage. Il y a une partie entre le rouge et le bleu qui est la zone un peu liquide, de cas d'usage qu'on a déjà traités, qu'on a déjà reconnus chez un ou deux prospects ou un ou deux clients qu'on a installés, mais on ne sait pas encore si c'est les choses qu'on va devoir industrialiser, parce qu'on ne sait pas si c'est un problème récurrent ou qui est anecdotique et qu'on va exclure de notre proposition de valeur quand on va scaler. Et puis, il y a des choses où on commence à savoir que là, c'est sûr, c'est là-dessus qu'on va construire. Du coup, on va construire une organisation à ce moment-là qui va refléter ces états de la connaissance. J'aime bien utiliser l'idée du Blue Leader et Red Leader de Star Wars, mais avec l'idée qu'on va avoir des gens
qui vont passer de cette zone très chaotique extérieure à l'intérieur, parce qu'à cet endroit-là, l'enjeu, c'est de trouver des solutions qui marchent pour le client très très vite. Donc c'est encore la même philosophie, le même état mental, les mêmes pratiques que quand on était tout au début et qu'on faisait du quick fix et du MVP. On va garder les mêmes personnes, ils savent très bien faire ça. Mais on va les compléter avec une équipe bleue derrière qui, eux, pour les sous-parties qui commencent à être solidifiées, où on sait ce qu'il faut faire, vont pouvoir repasser derrière et les industrialiser. C'est ce que j'appelle la logique quick fix, long fix. Les réparations rapides pour prendre le marché et que le client ne voit rien et que ça soit sans couture, et ceux qui, derrière, industrialisent ce qui peut l'être, ce qui fait que on n'a pas une explosion du nombre de problèmes à gérer avec la base client, on maintient une couche relativement constante. La question que ça peut poser, c'est de se dire, le rouge, au bout d'un moment, il va s'ennuyer, il n'a plus rien à faire, et donc ceux qui étaient à l'origine, ils vont dire c'est plus marrant, ils vont se barrer. Non, parce qu'à ce moment-là, on va les recycler sur de la diversification. Au moment où on commence à avoir saturé notre cas d'usage initial, on va élargir notre proposition de valeur et on va retrouver des zones à conquérir et à comprendre et on va remobiliser les rouges là-dessus. Troisième erreur critique, c'est de se tromper sur les moteurs de croissance, puisque l'orga n'est jamais ou quasiment jamais ce qui va tirer la croissance. Ce que les clients achètent, c'est pas le fait qu'on soit bien organisé, ça va être ce qui va tirer les croissances, ça va être, suivant les cas, le marketing, le produit, l'acquisition client, les sales, etc. En revanche, l'orga qu'on a derrière, que ce soit la tech ou les process, ça peut planter la croissance. Moi, j'utilise toujours cette image que j'ai fait dessiner par ChatGPT, qui est celle d'une fusée qui relie une carriole avec une corde. Si la carriole suit pas, ça peut dévier ou planter la fusée, mais on peut pas pousser la fusée par la corde. Ça marche pas dans ce sens-là. Du coup, ça veut dire que nous, en tant que fondateurs, il va falloir qu'on reste hyper focus sur l'acquisition client et la compréhension de ce qu'il faut tweaker dans le business model pour que le modèle soit scalable. Et dans les erreurs qu'on va faire très souvent, parfois sous la pression des fonds, j'ai vu ça plusieurs fois, les fonds vont dire vous n'avez pas la masse critique pour prendre le marché, il faut que vous recrutiez plus vite, etc. On va recruter trop de marches à la fois. Pour passer de 15 à 25, et de 25 à 50, 50 à 80, à 120, à 150, à 200, il y a des marches à franchir et on ne les franchit pas en saut quantique d'une seule fois. Même si on va franchir les marches extrêmement vite, si vous recrutez quelqu'un qui sait faire, que vous êtes à 25, recrutez quelqu'un qui vient d'une boîte à 50 et pas d'une boîte à 500, parce que entre 500 et 50, il y a au moins 3 marches, et le gars qui arrive d'une boîte à 500, il va vous construire une orga de boîte à 500 qui va être beaucoup trop structurée, beaucoup trop rigide pour une boîte à 25. On me dit qu'il me reste 5 minutes, donc j'accélère encore. Plus, un truc à garder en tête qui est aussi, alors outre les fonds qui poussent parfois à recruter très vite, il y a aussi un espèce de vanity metrics avec l'idée que ça y est, là ça marche à fond, on est 100, on est 120, on est 150. Le headcount, c'est pas une métrique de réussite, c'est une métrique de coût. Et du coup, ce qui est la cause numéro 1 de faillite des startups, vous le savez tous, c'est le manque de cash. Il faut absolument recruter le moins possible et par toute petite marche, même si on va très très vite. Au passage, sur le sujet des équipes, un point hyper clé aussi, c'est que on fonctionne tant qu'on a du cash, mais on fonctionne aussi tant que l'équipe fondatrice et ceux qui sont moteurs y croient encore. Et un des trucs qui peut planter le truc aussi, c'est la perte de confiance et qui peut arriver parce qu'on n'apprend pas assez vite, parce qu'on se disperse trop, des personnes clés et des fondateurs clés. Là, je ne sais pas pour vous vendre l'outil, je suis tombé là-dessus récemment en cherchant à aider un client, un outil qui s'appelle CodeScene, qui visualise dans les dépôts GitLab qui contribue sur quelle partie du code, qui permet de rendre visible qu'il y a une personne qui peut être hyper critique, qui est la seule à maintenir certaines parties clés du système. La dernière erreur, c'est d'oublier le principal facteur limitant, et le principal facteur limitant, c'est le dirigeant, c'est le fondateur, puisque c'est celui qui va tenir le système. Je parlais tout à l'heure de l'érosion de la croyance des gens dans le projet.
elle tient beaucoup aussi à l'énergie que met le fondateur dans le système. Et là, je vois deux erreurs, enfin trois. Garder les yeux sur la route. Le premier, c'est effectivement, à un moment, ça part dans tous les sens et le fondateur court partout. Le sujet, encore une fois, dans la phase de scale, l'enjeu, c'est de comprendre et de trouver quelle est la sous-partie du problème qu'on avait identifié au départ qui fait un business model scalable et quels sont les tenants de ce business model. Ça doit être ça, son unique et principal focus, il doit être constamment là-dessus. Du coup, ça veut dire que s'il ne délègue pas, eh ben, il va pas aller assez vite. C'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de déléguer de travers. Et là, il y a plusieurs problèmes que j'ai vu faire plein de fois. Ça va être soit de prendre un petit jeune, un alternant, pour lui déléguer les choses, mais le petit jeune à l'alternant, c'est par définition quelqu'un qui est encore en train d'apprendre et qui n'a pas d'expérience, donc il va falloir quand même que je prenne toutes les décisions pour lui, ou toutes celles qui sont critiques, ou alors il va faire plein de conneries, donc ça va pas beaucoup m'aider, ou inversement, ça va être de dire, tiens, je vais recruter, j'ai plus le temps de m'occuper du produit, je vais recruter un CPO ou un Head of Product expérimenté. Sauf que mon Head of Product expérimenté, il arrive, il veut absolument poser sa stratégie produit, il est venu pour ça, c'est pour ça qu'on l'a recruté, il sait faire, sauf que c'est mon produit, que je vais rentrer en conflit avec lui, que je vais lui passer par-dessus, et que il va partir. Et je ne sais pas combien de fondateurs de start-up j'ai accompagné qui me disaient « je trouve pas le bon Head of Produit, j'en ai déjà pris 4 que j'ai viré ». Non, c'est parce que dans ces cas-là, il te faut quelqu'un qui a de l'expérience, mais qui n'a pas d'ego, et qui s'en fout de savoir que c'est ton produit et qu'il est là pour exécuter ta vision. Souvent, c'est plus facile à trouver en presta qu'en recrutement, parce qu'un prestataire, il sait que c'est pas ta boîte, que c'est ta boîte et pas la sienne. Voilà. Et il faut pas s'excuser à dire monter une start-up et la faire décoller, c'est un truc insensé qui nécessite effectivement de passer outre un certain nombre de modes de fonctionnement habituels. Il faut pas s'excuser d'être un fanatique dans la version de Churchill, le mec qui est obsédé par son sujet et qui veut rien parler d'autre. C'est normal, c'est que comme ça que vous arriverez à réussir. Voilà, ça peut donner l'impression qu'il faut changer les roues du camion en même temps qu'en conduisant, et c'est un peu vrai. J'ai trouvé cette vidéo en cherchant une illustration pour montrer que, en fait, c'est possible. Il y a des malades qui y arrivent à changer les roues du camion en même temps qu'on conduit. Et si vous avez besoin d'aide là-dessus, moi j'étais là aussi pour vous dire qu'on est là pour vous aider. Je m'appelle Damien Touvenin, je suis le cofondateur de Good. Vous avez le QR code pour trouver mon mail et si vous voulez que je vous envoie les slides ou qu'on poursuive la discussion sur un des points que j'ai évoqués. Voilà, notre métier, c'est d'être le partenaire des fondateurs de start-up. On intervient soit sur un mode très léger de coaching, mentorat une fois par mois, soit jusqu'à des interventions très hands-on de co-CTO ou co-head of product pour aider le salarié dans vos équipes à monter en compétences en même temps que la boîte monte en volume. C'est tout pour moi. Merci.